Je vais vous prendre le plan de présentation. Vous voyez, en fait, c'est que, après cette mise en contexte, je vais faire une brève rétrospective du domaine de l'évaluation de sa perspective développementale. Je vais poser 3 principes qui me semblent à considérer afin de retenir la méthode appropriée, ou les méthodes appropriées, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Je vais présenter les principaux éléments d'un début d'évaluation qu'on appelle multisite. Pour le moment, c'est juste un site. Ça se passe à la communauté thérapeutique La Chrysalide, donc c'est l'étude d'un cas. Mais on pourrait aller plus loin. Et une brève conclusion. En rétrospective, je voulais juste vous situer par rapport à l'évaluation. Ne vous inquiétez pas, l'évaluation alors plusieurs siècles d'existence, et je n'ai pas le temps de faire, je ne ferai pas non plus, je ne vais pas remonter en arrière, mais au cours il y a eu 5 générations qu'on peut classer là, depuis 1930. La première, elle s'est particulièrement distinguée par des tests mesurant la réussite scolaire, la réussite, notamment dans le domaine de l'éducation. On s'intéressait beaucoup à la personne à ce moment-là. Et la seconde génération, pour aller vite, s'est préoccupée plutôt du système éducatif lui-même et de comment on peut arriver à la compréhension de la façon dont le programme arrive à produire les résultats attendus. C'est devenu un aspect primordial. La notion programme, suite à ces 2 générations-là, est devenue comme centrale et le demeure encore de nos jours. Les générations 3 et 4, la 3e génération a poursuivi le développement des connaissances quant au processus de conception et de déploiement des programmes. Elle se centre sur la théorie sous-jacente et explicite du programme. Cette génération d'évaluateurs a surtout permis, dans la démarche de conception et de planification de programme, de développer un modèle logique. Je vais y revenir dans un instant, ce modèle logique-là, parce que c'est un outil qui permet d'organiser, dans le fond, le programme, mais qui aussi intègre un processus d'auto-évaluation basé sur une vision commune de tous les acteurs concernés. La 4e génération, bien sûr, a reconstruit le programme afin de mieux y intégrer différentes théories, mais cette fois-là, c'est des théories implicites. Donc, c'est le point de vue des acteurs. Parce qu'un programme théorique qui s'applique, moi, j'ai rarement vu ça, l'application théorique telle quelle. Vous allez voir tantôt pourquoi. Il y a quelques principes derrière. La relation traditionnelle entre l'évaluateur et le décideur est donc remise en question et contestée. Par conséquent, d'autres acteurs sont reconnus comme faisant partie intégrante de la démarche évaluative. Il n'est donc pas surprenant que certains auteurs mettent en évidence que la fidélité de cette génération est davantage liée à la rencontre incontournable des objectifs poursuivis par les différents acteurs concernés. Donc ça, c'est un aspect important. Ces générations que je viens de vous dire, les dernières, ces 2 générations-là, ont permis surtout d'inclure les acteurs concernés, puis tous les acteurs associés, incluant, entre autres, les acteurs des milieux communautaires. Et de prendre en considération à la fois la théorie explicite, mais aussi la théorie implicite qui est derrière l'intervention des activités qui sont menées à l'intérieur du programme. Je termine avec la 5e génération. Elle est toujours en développement. Elle questionne fortement la simplification et la complexité des programmes et les caractéristiques du milieu entourant l'objet d'évaluation et considérée comme partie prenante du programme. Donc ça veut dire que, dans le fond, la collaboration, vous pouvez non, on ne peut pas le voir. La collaboration, je suis rendu à la 5e. Excuse-moi. 5e, OK. Donc, la collaboration des parties internes, c'est-à-dire les concepteurs et les utilisateurs, mais également l'ensemble des acteurs faisant partie de la communauté externe et sont interpellés à l'intérieur de la démarche. On constate que ces dernières générations, avec ces dernières générations, vraiment un élargissement important de la place faite aux acteurs, incluant le milieu interne et externe au programme. Ça implique même, jusqu'à certains cas, les résidents. Examinons maintenant les divers types d'évaluation à notre portée. Alors là, je vous propose, je
je vous propose une synthèse que j'ai appelée perspective développementale dans l'exercice de l'évaluation. Alors, cette synthèse, bien sûr, permet progressivement, selon les générations successives d'évaluateurs, qui a été construit de cette manière-là, de définir différentes phases interreliées en conformité avec les sources, avec les courants scientifiques et leurs construits théoriques. Alors, ce qu'on voit dans la première phase, c'est que dans le fond, il y a des états de développement à partir de l'identification du problème, la formulation de la solution, l'implication de l'intervention, l'effet de l'intervention et le rendement de l'intervention. Or, on voit pour chacun de ces volets-là des types d'évaluation qui sont associés. Évidemment, quand on est à essayer de comprendre c'est quoi le problème, on essaie d'avoir une évaluation vous n'allez pas aller comme il faut, là, parce que c'est mal placé. Mais peu importe, il y a là des étapes précises. Et chacune de ces étapes-là peut faire l'objet d'aller-retour, c'est systémique. Donc, c'est des fois où les gens vous proposent des projets, puis vous demandent d'évaluer un projet, mais il n'y a pas traversé les états nécessaires. Des fois, il faut vraiment que ces états-là soient faits. Moi, dans certains cas, j'ai dû mettre fin à des gens qui voulaient évaluer l'impact de leur projet, mais ils n'étaient même pas rendus là. Donc, ils n'avaient pas fait l'évaluation d'implantation de leur projet. Alors, j'ai fait économiser beaucoup d'argent. Mais au-delà de ça, cette économie-là, c'est plutôt la suite. C'est la deuxième clic, s'il te plaît. Alors, la suite de ça, c'est que ça nous permet vraiment d'avoir, c'est quoi les principales questions qu'on se pose derrière chacun des états. Et il y a, bien sûr, la pertinence, la conception, les étapes et le programme et les processus. Puis pour la question des effets, l'intervention à long terme, des impacts, les attentes, des objectifs, l'atteinte des objectifs, et finalement, la question des rendements et des coûts, des économies à faire, c'est aussi un aspect important. Le troisième clic, puis ça va clore le truc. Un autre, s'il te plaît, en principe. La partie ombragée, c'est là que les communautés thérapeutiques se trouvent. Je ne veux pas dire, on sait que dans les travaux qui ont été présentés ce matin là, de Francis et Yves, ils ont fait un portrait à peu près des choses, qu'il y avait très peu d'évaluations qui ont été faites, d'évaluations formelles, j'entends. Et effectivement, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Parce que tout le monde en fait l'évaluation sans le savoir, en fait. Si vous faites des ajustements à l'intérieur de vos activités, dans les interventions, mais en même temps, c'est très précieux. Mais le faire formellement, avec plus de rigueur, avec méthode, ça pourrait donner des résultats plus grands pour chacun, mais aussi pour les voyeurs de fond, pour les décideurs. Et ça, c'est un aspect là, que moi, je constatais, comme étant important. Donc, je pense que cette figure-là nous illustre qu'on est dans une étape, peut-être, de pouvoir procéder à une démarche évaluative ensemble, ou individuellement, particulièrement ensemble, c'est ça que je propose. Donc, prenons l'initiative d'en faire une certaine démonstration, avant que l'on nous en impose une qui ne serait pas adaptée à notre réalité. Je sais très bien, c'est vrai chez nous aussi, les organisateurs, les gens qui financent, ils veulent savoir, dans le fond, ça donne quelque chose, qu'est-ce que ça donne, etc. Tantôt, j'allais voir comment on peut arriver à faire pas une démonstration, mais vraiment indiquer qu'on est en bonne voie vers, quand je vais parler du modèle logique dans un instant. Mais c'est important de pouvoir être en mesure d'avoir des arguments, non seulement quantitatifs, quantitatif c'est une chose, mais qualitatif aussi. C'est aussi important. Le nombre de personnes qu'on voit, ici et ça, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'éléments intéressants qu'il faut mettre en évidence dans une démarche. Bien sûr qu'un programme, que tous les autres, comme tout autre objet d'évaluation, faites un plan, une politique, une intervention, détient une vitalité qui lui est propre, par le fait même de son contexte et des pratiques des acteurs qui sont concernés. Il y a quelques principes que je considère comme étant importants. Le premier, vous allez bien le comprendre. Il me reste une minute, je vais peut-être aller à ma conclusion, mais je fais quand même les principes. C'est pas très long. L'approche du programme, le premier principe, c'est le principe qui parle de l'appropriation. Très souvent, comme évaluateur, moi, je me rends compte que c'est un principe très important parce que sans cette nécessaire appropriation qui implique forcément des ajustements et des modifications du programme en cours de son implantation, par rapport à la version initiale, le programme demeure haut et étranger. Par contre, certaines appropriations peuvent aussi également conduire à dériver ou à modifier ou à aller vers des endroits où
dans le sens où on souhaite moins. Ce principe implique que les programmes implantés sont généralement différents de ceux planifiés, et heureusement d'ailleurs qu'il en est ainsi. Le deuxième principe, c'est la nécessité de prendre en considération la diversité des contextes et des pratiques des acteurs concernés par les communautés thérapeutiques selon plusieurs types de connaissances. Très rapidement, je vous présente un petit tableau rappelé celui-là. Regardez le niveau 3. On trouve là à la fois des niveaux de connaissances, des types de connaissances et la diversité de sources. Les connaissances quant au choix des options thérapeutiques, on prend en compte les connaissances scientifiques, oui, bien sûr, sont un des intrants, mais les décisions sont influencées par les connaissances expérientielles et le contexte des décideurs. Le dernier principe, c'est un principe qui met en évidence qu'à partir d'un type d'acteur, de sujet et d'intervenant, il est parfois préférable de mieux connaître les contextes de nos pratiques pour les améliorer, plutôt que de chercher à identifier de bonnes pratiques. Je ne veux pas dire par là qu'on n'a pas à avoir ça, on a déjà des bonnes pratiques. Et un des constats qui a été fait il n'y a pas longtemps par le professeur Green, c'est que la plupart des bonnes pratiques qui sont proposées aux intervenants, les intervenants ne les appliquent pas. Alors, on a une banque de bonnes pratiques, mais les gens ne sont pas retrouvés parce que les acteurs qui étaient concernés n'étaient pas partie prenante du travail qui a été fait. Donc, c'est le concept d'appropriation réactive. Donc, ce que je vous propose, à fond, ici, c'est qu'on ait une démarche qui permette de définir. En fait, il y a 3 étapes. Je vais faire vite. Je l'ai appelé une étape multisite, donc plusieurs sites. Dans un premier temps, nous avons mis en application cette démarche-là de la chrysalide. On a fait un premier volet, très rapidement. On a comme contenu d'examiner les contextes,